Donc, tout d'abord, merci à tout le monde d'être présent ce soir. Je suis quand même contente. On a quand même une bonne participation. Donc, ça va servir à quelque chose, cette séance d'information-là. Donc, on va parler aujourd'hui de la réglementation sur la navigation. Comme je l'ai dit, c'est la municipalité de Notre-Dame-du-Lot qui a fait appel à nous pour qu'on organise une séance ce soir. Donc, mon intervention va être assez courte. Ce soir, à l'horaire, on va débuter avec un mot du maire qui va vous mettre un peu en contexte de pourquoi est-ce qu'on fait cette séance-là ce soir. Ensuite, on va avoir l'intervention de M. Jean-Philippe Pagé de la Sûreté du Québec. On va prendre une petite pause, puis on va enclencher ensuite avec M. Jean Tellier de chez Transport Canada, on va rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là. Alors, si vous voulez bien, moi, je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais laisser Monsieur le maire s'adresser à vous. Alors, merci beaucoup, Madame Despierres, d'être présente ce soir pour cette soirée d'information. Merci au Cobali d'avoir accepté, en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Lot, d'avoir accepté d'organiser cette soirée d'information-là. Comme vous le savez, vous nous avez interpellés en tant que municipalité. Là, je parle des citoyens, des associations de lacs, des villégiateurs qui fréquentent notre territoire. Vous nous avez interpellés sur la problématique que vous vivez à l'occasion sur des lacs de votre secteur ou des plus grands plans d'eau. Alors, on voulait vous tenter de vous informer ce soir avec un processus qui peut mener à une réglementation restreinte sur vos lacs dans votre secteur. Alors, je remercie M. Jean Tellier de Transport Canada de bien vouloir accepter d'être présent ce soir avec nous et du sergent Jean-Philippe Pagé de la patrouille nautique de la Sûreté du Québec aussi. Vous savez, c'est des responsabilités qui sont partagées. Les eaux, c'est de fédéral, la réglementation est de provinciale et sur un territoire qui appartient à la municipalité. Alors, je ne veux pas m'élaborer, mais je veux juste vous sensibiliser qu'on est conscient de la popularité de notre territoire et les défis que ça apporte également là, avec une cohabitation là, vers les villégiateurs versus ceux avec des embarcations nautiques qui fréquentent nos nombreux plans d'eau. Je vous rappelle Notre-Dame-du-Lot, 300 lacs présents sur le territoire, 950 km², et avec la présence de réservoirs là, du lac Poisson-Blanc, réservoir des Sables, et la présence de la rivière du Lièvre sur notre territoire, qui fait un territoire magnifique, mais qui amène également ces défis de cohabitation. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole au sergent Jean-Philippe Pagé, et je vais être avec vous également là, tout le long de la soirée pour entendre les interventions et entendre également là, vos préoccupations ou vos questions pour les différents intervenants. Alors, merci et bonne soirée à vous. Fait que je vais juste partager mon écran avec vous. J'ai fait une petite présentation PowerPoint pour expliquer un peu notre rôle, nous, au niveau de la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qu'il y en a exactement au niveau de la patrouille nautique? Je ne sais pas si les gens voient tous bien ma présentation. Là. Ça fonctionne? Donc, nous, l'équipe nautique de la Sûreté du Québec, premièrement, je vais me présenter. Moi, c'est Jean-Philippe Pagé. Je suis superviseur de relève à la MRC Antoine Labelle depuis 2009. Depuis l'année dernière, je suis coordonnateur au niveau de la patrouille nautique pour le centre de service MRC Maniwaki, ce qui englobe en fait la MRC Antoine Labelle, la MRC Vallée de la Gatineau et MRC du Pontiac. Ce qu'il faut savoir à la Sûreté du Québec, c'est pas n'importe quel policier qui travaille sur la route qui peut être patrouilleur nautique. Ça prend une formation de plusieurs semaines. Entre autres, là, on a une formation à l'Institut maritime et Transport Canada aussi nous nomme après notre formation agent d'autorité pour qu'on puisse intervenir sur les plans d'eau. Donc, je suis patrouilleur nautique depuis 2016 et policier à la Sûreté du Québec depuis 2006. Notre rôle, nous, au niveau de la patrouille nautique, en fait, c'est des policiers qui sont spécialement formés pour intervenir sur les plans d'eau navigables du Québec afin de poser des actions concrètes et encadrer de façon sécuritaire les activités récréotouristiques. Autant au niveau des embarcations moteurs que des embarcations à propulsion humaine. Donc, ça peut aller du pédalo au paddleboard à aller jusqu'à
à la plus grosse embarcation là, qui peut se trouver sur les différents plans d'eau du Québec. La patrouille nautique, ce qu'on voit, nous, l'application des différentes lois et règlements, bien, entre autres la loi sur la marine marchande du Canada de 2001. On voit aussi appliquer le code criminel parce qu'il n'est pas sans savoir que les plaisanciers sont soumis au code criminel au niveau de la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue et ou l'alcool. Il y a divers règlements municipaux et règlements provinciaux aussi qu'on peut appliquer sur les plans d'eau. Les autres rôles aussi qu'on a comme patrouilleur nautique, c'est la sensibilisation auprès des plaisanciers, des riverains. On s'occupe aussi des opérations de sauvetage et de recherche dans les cas de disparition et noyade. On travaille aussi en collaboration avec les divers partenaires, là, dont Transport Canada, la Garde côtière, les services incendies, paramédics et les différentes associations de lacs aussi. Ça fait quelques présentations que je fais cette année là, dans différentes municipalités et associations de lacs. En fait, là, nous, comme patrouilleurs nautiques, vu que c'est une réglementation fédérale qu'on applique sur les plans d'eau, on est nommé agent d'autorité par Transport Canada. Ce que ça nous permet de faire, entre autres, c'est d'interdire le déplacement de tout bâtiment ou d'ordonner de le faire selon les instructions qu'on donne aux gens. On a le pouvoir aussi de mobiliser tout bâtiment et d'y monter à bord à toute heure convenable pour ordonner à quiconque de faire fonctionner l'équipement à bord du bâtiment ou de cesser de les faire fonctionner, poser des questions pertinentes aux personnes à bord et leur demander toute aide raisonnable, puis exiger de toute personne à bord qu'il nous présente pour examen tout document ou renseignement qu'elle possède. Les documents, là, entre autres, qu'on va vérifier, c'est le permis de petit bâtiment, là, ce qui va avec le lettrage qu'il y a sur votre bateau, le QC, ou peu importe le lettrage que vous avez, et aussi là, la preuve de compétence que les gens doivent avoir à bord là, pour toute embarcation moteur. Aussi, bon, comme agent d'autorité, bon, on peut inspecter une embarcation de plaisance, ces machines ou équipements afin de vérifier la conformité, comme je disais, le permis d'embarcation de plaisance, l'âge, la compétence du conducteur, les exigences opérationnelles pour les embarcations, les étiquettes de conformité pour les embarcations de plaisance, les numéros d'identification de la coque, les numéros de série, les machines et équipements de sécurité de l'embarcation, puis les documents à avoir à bord. Nos pouvoirs, c'est d'inspecter et de vérifier la conformité, l'autorisation d'immobiliser une embarcation aux fins d'une inspection et de donner des directives. Puis on peut aller même jusqu'à l'expulsion d'un plan d'eau là, quand on constate des infractions sur les plans d'eau, entre autres, là, quand on voit l'exemple là, que je pourrais donner. On va intercepter une embarcation et on constate qu'il n'y a pas de vêtements de flottaison individuels pour chaque personne à bord, c'est automatiquement une expulsion du plan d'eau. Les gens doivent aller se conformer avant de pouvoir continuer à naviguer. Là. Fait que c'est parmi les expulsions qu'on peut faire là, des plans d'eau. La majorité des infractions, là, je les énumérerai pas tous. Mais ce qu'on va voir beaucoup là, sur les plans d'eau, c'est des gens qui n'ont pas leur preuve de compétence ou même encore qui n'ont pas fait leur formation pour avoir leur preuve de compétence avec eux. On en voit quand même beaucoup. Le gilet de flottaison, le VFI qu'on appelle, souvent c'est négligé. Les gens croient en avoir assez pour les personnes à bord. Ce qu'on va remarquer à l'occasion, c'est qu'il n'y ait pas de la taille appropriée. Ou ce qui est aussi beaucoup fréquent, là, c'est que beaucoup de personnes vont acheter dans les concessionnaires là, ou peu importe là, les boutiques spécialisées au niveau des activités des sports nautiques vont acheter des vestes de flottaison qui sont pas approuvées par Transport Canada ou c'est simplement des vestes d'impact qu'on appelle là, des vestes qui sont faites pour les sports nautiques qui ne sont pas approuvées. Donc, les gens ont ça à bord de leur embarcation, croient être conformes, puis en fait, les vestes ne sont pas conformes par Transport Canada. Donc, ça fait partie des infractions qu'on va constater aussi à bord des embarcations. L'équipe nautique de la Sûreté du Québec, là, pour le CSMRC, comme je disais tantôt, on s'occupe de la couverture de 3 MRC, Antoine-Labelle, Vallée de la Gatineau, Vallée de et le Pontiac. Les principaux plans d'eau qu'on a, là, c'est sûr, je ne les énumérerai pas toutes, là, mais pensez aux plus grands plans d'eau qu'on a. Là, entre autres, chez vous, il y a la rivière, il y a le réservoir du Poisson Blanc, le lac des Sables,
la rivière, le réservoir Bascaton, le réservoir Kianika. On a la rivière des Outaouais dans le secteur de Pontiac, qui est un grand plan d'eau. Le lac des 31 000, on va jusque dans le parc La Vérandrie, le réservoir Kabonga. Donc, c'est sûr et certain que oui, on est plusieurs patrouilleurs nautiques, mais on ne peut pas être sur tous les plans d'eau en même temps pendant la même fin de semaine des vacances de la construction. C'est sûr et certain qu'on essaie, avec la planification qu'on a annuellement, on essaie d'y aller en fonction des demandes, mais aussi des problématiques qui sont connues et aussi des endroits où qu'on sait où il va y avoir un achalandage là, accru. Donc, c'est sûr et certain que, bon, le Bascaton, entre autres, mais aussi la rivière où on était très présent cet été. Je peux vous donner, là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais simplement pour la MRC Antoine Labelle, c'est près d'une trentaine de sorties nautiques qui sont effectuées depuis le début de la saison estivale là, sur le territoire. Puis les sorties nautiques sont effectuées par de nombreux capitaines de bateaux de la Sûreté du Québec. On a beaucoup d'aide là, aussi des patrouilleurs. Là. On a une unité de soutien récréotouristique qui sont à Saint-Donat. On a plusieurs autres capitaines de bateaux qui sont à l'extérieur du centre de service MRC. Donc, on est quand même bien choyé d'avoir beaucoup de patrouilleurs nautiques là, à notre disponibilité. Je vous ai sorti un peu les statistiques aussi au niveau de la saison dernière, là, au niveau des interventions réalisées par la Sûreté sur le territoire là, durant les 2 dernières années. La Sûreté était quand même très au rendez-vous là, parce qu'on l'année 2020, avec la COVID, ce qui est arrivé, c'est que les sports nautiques et les embarcations nautiques là, ont connu une effervescence. Là. Il y a eu beaucoup de ventes et on a augmenté une fréquentation accrue des différents plans d'eau. Et ça a apparu aussi au niveau des interventions qui ont été faites à la Sûreté, simplement au niveau des constats d'infraction qui ont été donnés en 2020. C'est 747 constats sur l'ensemble du territoire de la Sûreté. Et on a donné plus de 5000 avertissements nautiques. Au niveau des interventions réalisées sur les territoires, vous voyez le nombre de bateaux interceptés là, versus 2019 et 2020, c'est plus du double de bateaux qui ont été interceptés en 2020. Donc, c'est 9119 bateaux l'été dernier et cette année, je m'attends à que ce soit même plus que ça parce que on a beaucoup de patrouilles nautiques qui ont été faites là, dans notre secteur, mais dans les Laurentides et l'Outaouais, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Vous avez aussi les différentes autres statistiques, le nombre de contrôles, le nombre de bateaux expulsés et les capacités affaiblies aussi. Pour l'année 2020, là, on est passé de 5 à 15 au niveau de la dernière année. Ce qui m'amène aussi à parler des incidents nautiques mortels. L'année dernière, ça a été une grosse année au niveau des incidents nautiques mortels. 23 incidents mortels ont été répertoriés pour le Québec en 2020. Du nombre des 23, il y en a 4 qui sont survenus sur les territoires d'un autre service de police municipale et donc 19 qui ont été répertoriés sur le territoire de la Sûreté en 2020. Sur les 19 incidents répertoriés, il y en avait 15 parmi ceux-ci qui avaient comme facteur contributif important. Ce n'était pas la cause nécessairement de l'incident, mais 15 avaient comme facteur contributif important le non-port du VFI. Fait que le port du VFI, on voit que c'est quand même très important et quand on dit que ça peut sauver des vies, c'est effectivement le cas. Même encore cette année, on a eu des incidents dont j'ai été mis au courant là, sur le fleuve, dans le secteur de Sorel et même sur notre territoire, sur le lac Nomineng, que justement le non-port du VFI faisait partie des facteurs contributifs de la noyade. C'est sûr qu'à notre niveau, pour tout ce qui est la réglementation à faire passer ou les demandes qui sont à faire, pour ce qui est de la réglementation au niveau des différents plans d'eau, nous, on est là comme agent d'autorité. Donc, ce n'est pas nous qui décidons des réglementations à appliquer. Nous, on applique la réglementation de la marine marchande et de Transport Canada et des différents règlements qui font partie de la réglementation de la loi sur la marine marchande et des différents règlements.
Donc, c'est sûr et certain que si bon, il y a une nouvelle réglementation qui est à appliquer, ben nous, on va se mettre à jour là-dedans et on va s'assurer que la réglementation soit appliquée. Il n'est pas sans savoir que c'est sûr et certain que ça va être beaucoup plus M. Tellier qui va pouvoir répondre aux questions au niveau de c'est quoi le processus, c'est quoi les démarches à faire. J'ai déjà eu d'autres discussions avec M. Tellier par rapport à ça parce qu'il y a d'autres municipalités dans la MRC qui avaient cette demande-là aussi de réglementation pour leur plan d'eau. Mais comme je vous dis, là, ça va être vraiment M. Tellier là, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. En ce qui me concerne, ça fait pas mal le tour de notre rôle et notre mission, nous, à la Sûreté du Québec. Donc, je me nomme Jean Tellier, puis je suis bien heureux d'être avec vous ce soir pour pouvoir vous offrir là, cette présentation-là sur le processus de demande de restriction en vertu du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Avant de débuter, j'aimerais toutefois me présenter. Tel que mentionné, je me nomme Jean Tellier et je travaille à Transport Canada au niveau de la sécurité maritime du bureau de la sécurité nautique. Écoutez, j'ai travaillé, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, plus de 25 ans que je suis dans le domaine maritime. J'ai travaillé pour la Garde côtière canadienne au niveau de la division recherche et sauvetage. J'ai également travaillé sur les aéroglisseurs de la Garde côtière canadienne et par la suite, je suis arrivé au bureau de la sécurité nautique. Mon emploi principal présentement au bureau de la sécurité nautique depuis quelques années, je suis responsable de la formation au niveau des patrouilleurs nautiques, que ce soit au niveau de la Sûreté du Québec ou encore des différents corps de police municipales au niveau de l'application réglementaire. Et j'ai également comme mandat de rédiger les documents qui sont utilisés par les différents corps policiers au niveau de l'application réglementaire. Donc, c'est un peu ce que je fais là depuis plus de 25 ans. Ce soir, je vais vous donner l'ensemble de l'information. À la fin de cette présentation-là, tous et chacun, on aura la même interprétation du processus de demande de restriction. Je ne dis pas que tous et chacun, on obtiendra les réponses qu'on voulait avoir, mais au moins, on aura les réponses et tous et chacun, on saura ce qu'est le processus de demande de restriction. Et pour moi, ça, c'est bien important que tous et chacun, on en ait la même version. Et avant de débuter, je pense qu'il est important également de mentionner une chose. Pour bien saisir le processus, pour bien le comprendre, il faut qu'on garde en tête un principe de base. Et ce principe-là, c'est le suivant. La navigation, c'est un droit public. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit qui a été maintes fois démontré par la jurisprudence. Donc, pour venir restreindre un droit, il faut qu'il y ait de bonnes raisons et il faut que le processus soit standardisé. Donc, ça, c'est bien important qu'on puisse garder ça en tête parce que ça vient mettre les bases de tout le processus. Donc, chacun, vous voyez bien la présentation, donc je vais changer la diapositive. OK, donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation-là? Bien, au départ, on va voir les fondements réglementaires. OK? On va voir également, de façon sommaire, la directive du cabinet sur la réglementation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compliqué. Si on dépose une demande de restriction à la navigation, c'est exactement le même processus que si le gouvernement fédéral décide de mettre un nouveau règlement. Donc, on va devoir suivre la directive du cabinet sur la réglementation. On va voir ensemble quelles sont les différentes catégories de restrictions. Il existe 7 restrictions, donc on va les voir un peu plus en détail.
On va voir ensemble, je vais vous expliquer les rôles et responsabilités de Transport Canada, c'est-à-dire du Bureau de la sécurité nautique, mais également des administrations locales dans le processus d'une demande de restriction. On va aborder les différentes étapes du processus. On va voir également qu'est-ce que ça sous-entend comme affichage et on va voir comment l'application réglementaire peut se faire. Oui, effectivement, Sûreté du Québec, mais il y a d'autres groupes qui pourraient faire également l'application réglementaire lorsqu'on a des restrictions ou encore lorsqu'on veut faire appliquer sur les plans d'eau fédéral une réglementation fédérale. Donc, c'est ça qu'on va voir là dans le courant de la soirée. Je vais tenter de vous faire ça le plus court possible, mais je vais tenter aussi de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Le règlement sur les restrictions découle de la loi de 2001 de la marine marchande. En fait, la loi de 2001 est, je vous dirais, la structure principale d'ordre général. Et par la suite, à l'intérieur, on a différents règlements qui viennent définir davantage quelles sont la réglementation qui peut être appliquée. Et la loi de 2001 permet à toute entité gouvernementale, et la première entité gouvernementale, c'est la municipalité ou la ville, OK, de faire une demande au gouvernement fédéral pour restreindre la navigation, restreindre un droit. Et il faut comprendre que ce règlement-là ne fait pas de distinction entre la navigation commerciale ou la navigation de plaisance. Lorsqu'on a une restriction ou des restrictions, ça s'applique autant à la navigation commerciale qu'à la navigation de plaisance. OK? Que peut permettre le règlement sur les restrictions? Entre autres, interdire l'utilisation de tout bâtiment. Donc, ça, c'est, je vous dirais, la restriction ultime, totale, que ce soit des pédalos, que ce soit des planches à pagaie, que ce soit des embarcations motorisées, tous, autant qu'ils sont, peuvent être interdits. On peut restreindre la puissance des moteurs ou des types de propulsion, moteur électrique, moteur à essence, OK? On peut imposer des limites de vitesse également. On peut restreindre l'utilisation d'un bâtiment pour faire du remorquage. Je m'explique, des sports de remorquage, que ce soit du ski nautique, que ce soit du wake ou des choses de ce genre-là, que ce soit même des sports de remorquage lorsqu'on est tiré et qu'on s'envole dans le ciel, c'est également inclus à l'intérieur du règlement. OK? Et on peut également mettre une restriction qui vient interdire tout événement public. Ça sous-entend toutefois que si on voulait tenir une activité publique sur le plan d'eau qui a cette restriction-là, il faudrait obtenir une dérogation du ministre de telle date à telle date avec un ensemble de conséquences pour pouvoir obtenir cette permission-là. Ce qu'il y a de bien au niveau des restrictions, c'est que peu importe laquelle, on peut les encadrer comme on veut. Je m'explique. Une restriction peut s'appliquer à un endroit particulier d'un lac et non pas sur l'ensemble du lac. Une restriction peut s'appliquer tel jour de semaine et non pas 7 jours par semaine. Une restriction peut s'appliquer de telle heure à telle heure. Donc, on peut trouver à l'intérieur des restrictions ce qui va venir répondre le mieux ou ce qui va venir solutionner le problème que l'on a. Et vous comprendrez quand je vous disais tantôt que c'est un droit public, la navigation. Donc, moins on vient restreindre, plus on a d'opportunités d'obtenir la restriction. Et selon ce qu'on peut apporter comme justification, on peut cibler un ou plusieurs types d'embarcations.
quelle est la base même du règlement sur les restrictions? Au départ, le règlement n'est pas un règlement proactif. C'est un règlement qui vient solutionner une problématique qui existe déjà. On ne peut pas demander une restriction en prévision de. Il faut que la problématique existe, qu'il y ait un réel problème à la base déjà. 3 types de problèmes. Problème de sécurité, qui est probablement le type de problématique la plus simple à démontrer. On a également des problèmes d'environnement et on a également des problèmes d'intérêt du public. Ce sont les 3 types de problématiques qu'on peut évoquer pour demander une restriction. Une fois que c'est identifié, le règlement doit permettre de mettre fin à une situation conflictuelle qui est actuelle. La demande de restriction doit provenir d'une administration locale, c'est-à-dire au minimum d'une municipalité, et on devra démontrer dans notre demande que l'intervention du gouvernement, c'est-à-dire de la réglementation, est justifiée, c'est-à-dire qu'on a essayé autre chose avant d'en arriver à l'étape ultime qui est la restriction. Gardez en tête que le règlement, c'est la dernière étape possible. Il faut qu'on ait essayé autre chose avant, des solutions qu'on appelle des solutions alternatives. D'entrée de jeu, lors de l'introduction, je vous ai parlé de la directive du cabinet sur la réglementation. La directive, là, je vous dirais, c'est un document qui est terriblement épais, mais si on tente de le résumer, OK, c'est que la directive fait en sorte que le gouvernement fédéral s'engage à limiter ses activités réglementaires aux interventions qui favorisent la santé, la sécurité, la sûreté, la protection de l'environnement et le bien-être économique et social des Canadiens puis des Canadiennes. La directive s'applique à toutes les mesures législatives fédérales. C'est ce que je vous disais précédemment. Si le gouvernement désire passer un nouveau règlement, il va suivre exactement la même procédure que la municipalité va suivre. On prend dans un ordre de grandeur qui n'est pas le même, mais avec les mêmes étapes pour en arriver au règlement sur les restrictions. Et quels sont les critères que la directive nous demande de respecter? Je vous en ai parlé tantôt, puis vous allez voir, je le répète encore parce que c'est important. Il existe clairement un problème ou un risque présentement. Les gens ont été consultés. La consultation, on va le voir tantôt, c'est une étape terriblement importante. Importante pourquoi? Pas pour dire qu'on a tant de personnes qui sont pour une restriction et tant d'autres qui sont contre, non. Pour trouver des solutions alternatives, qu'elles soient réglementaires ou non réglementaires. Il faudra également démontrer que les avantages l'emportent sur les coûts. On verra un peu plus en détail ce que ça signifie. Une incidence négative minimale, évidemment, et bien sûr, il faut que la municipalité s'engage à appliquer le règlement. D'où l'importance soit de la Sûreté du Québec ou d'autres agents d'application. Quelles sont les restrictions possibles? Le nom des annexes vont jusqu'à 8, mais si vous faites le compte, il y a 7 restrictions. Je vais vous dire pourquoi. On passe de l'annexe 4
à l'annexe 6. Auparavant, nous avions une annexe 5. L'annexe 5 était une limitation de vitesse non standardisée. 6 km/h, 9 km/h, 12 km/h, alors que l'annexe 6, c'est une vitesse standardisée par groupe de 5. 5 km, 10 km, 15 km. Ce qu'on a fait, voilà quelques années, on a joint les deux annexes ensemble, mais dorénavant, quelqu'un qui veut se prévaloir d'une restriction de vitesse ne peut choisir que des vitesses standardisées, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 km/h. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle on n'en a plus 8, mais uniquement 7. On a l'annexe 1, qui est interdiction à toutes les embarcations, donc interdiction de navigation à toutes les embarcations. On a l'annexe 2, interdiction aux embarcations motorisées, que ce soit moteur électrique ou moteur à carburant. Ces embarcations-là, avec l'annexe 2, ne peuvent pas naviguer. On a l'annexe 3, qui interdit les moteurs à carburant, mais permet les moteurs électriques jusqu'à 10 forces, 7,5 kWh. Si mon moteur électrique est supérieur et que sur le lac, il y a une annexe 3, je ne peux pas naviguer. On a l'annexe 4 qui vient limiter la puissance des moteurs. Au Québec, il n'en existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit dans un espace public ou là où il y a des accès contrôlés. OK? Je vous dirais la CEPAC, je vous dirais les différentes pourvoiries, des choses comme ça. On pourrait se prévaloir d'une annexe 4. Mais sur un lac standard, l'annexe 4, ce n'est pas possible. L'annexe 6, on parle de restriction de vitesse. L'annexe 7, vous voyez le mot ski, mais c'est une interdiction à tout sport de remorquage, que ce soit le ski nautique, que ce soit le wake, que ce soit pas le parapente, mais avec une voile. Donc, l'annexe 7 vient interdire ces activités-là, que ce soit sur un tube, OK, c'est l'annexe 7, et l'annexe 8, on voit le mot régate, c'est une interdiction d'activités ou d'événements sportifs, récréatifs ou publics sur le plan d'eau. Et comme je vous avais mentionné, les restrictions peuvent être appliquées en tout temps, certaines parties de la journée ou de la semaine, certains mois, certaines saisons, sur tout le plan d'eau, sur une partie du plan d'eau. Donc, on peut les rendre propres à notre besoin à nous en tant que municipalité. Quelles sont les responsabilités du Bureau de la sécurité nautique, c'est-à-dire Transport Canada? Au départ, c'est d'offrir ce que je fais ce soir, d'offrir des présentations aux municipalités qui voudraient voir quel est le processus. OK? Donc, ça, c'est bien important. C'est de répondre évidemment aux demandes d'information, qu'elles nous proviennent de municipalités ou de riverains ou de plaisanciers. Donc, c'est de leur donner les réponses. C'est d'encadrer également l'administration locale lorsqu'une demande est déposée pendant tout le cheminement. Donc, de les accompagner pour faire en sorte que ce soit le plus facilitant possible. On reçoit et on évalue les demandes faites par les municipalités et, une fois l'analyse complétée de notre côté, on recommande ou non les demandes qui nous sont adressées à l'administration centrale à Ottawa. Notre administration centrale, elle, ce qu'elle va faire, elle va évaluer la demande, elle va faire une étude d'impact de la réglementation. Il y aura une autre évaluation, une approbation du secrétariat du Conseil du Trésor. Et par la suite,
Le tout passera en gazette partie 1 et pour 30 jours minimum et par la suite en gazette partie 2. Et à ce moment-là, ça deviendra un règlement pour la municipalité. Mais ça demeure toujours un règlement fédéral administré par une municipalité et dont l'application réglementaire est faite par des corps policiers dont le ministre du Transport les a désignés agents de l'autorité au niveau de la réglementation fédérale bien particulière. Tantôt, M. le maire demandait qu'il y a la participation, évidemment, non pas juste de la municipalité, mais des riverains. Ici, je vais parler des responsabilités de l'administration locale, c'est-à-dire de la municipalité. Elle doit préparer et soumettre une demande de restriction. OK? Donc, évidemment, le guide ultime ici, c'est le guide des administrations locales que vous pouvez vous procurer sur le site Internet de Transport Canada. Et vous avez à l'intérieur un formulaire d'évaluation préliminaire. Donc, la première étape, évidemment, c'est de remplir ce formulaire-là et nous de l'envoyer. Nous, on va l'étudier et on va vous donner une réponse à savoir, oui, vous pouvez aller de l'avant ou non, présentement, vous ne rencontrez pas les exigences nécessaires pour pouvoir déposer une demande de restriction. Par la suite, la municipalité va devoir faire des consultations publiques. Les consultations publiques, ce n'est pas un référendum. Ce n'est pas de savoir si 80% des gens sont en faveur d'une demande de restriction et 20% en défaveur, ou encore 20% en faveur et 80% en défaveur, parce que ce n'est pas ce qui va faire qu'une demande va être acceptée. On pourrait avoir 5% des gens en faveur d'une demande de restriction et celle-ci passerait auprès de Transport Canada. Comme on pourrait avoir 95% des gens qui sont en faveur et la restriction ne passerait pas. Il faut démontrer la problématique et il faut que les consultations publiques permettent d'élaborer et de faire ressortir des mesures alternatives, réglementaires ou non. Un code de déontologie, des bouées privées demandant de réduire la vitesse. Ce sont des choses qui doivent être faites avant de poursuivre la demande et doivent être faites pendant une saison complète. Par la suite, on va analyser la situation. Est-ce que nos mesures alternatives, réglementaires ou non, ont fait en sorte que le problème n'existe plus? Si tel est le cas, le processus s'arrête là. Si ce n'est pas le cas, ça signifie que vous avez eu des plaintes, vous avez tenu compte des plaintes, les policiers se sont présentés, vous avez tenu le registre de ces plaintes-là. Donc là, vous êtes capable de démontrer que, malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour régler la problématique. Donc, vous allez poursuivre le processus. Là, vous allez faire, la municipalité va faire le résumé de l'analyse coût-avantage, c'est-à-dire que la réglementation, c'est la meilleure option à envisager pour régler le problème. Puis, on va devoir établir c'est quoi les désavantages et c'est quoi les avantages. Et il faudra que les avantages soient supérieurs au niveau des désavantages. Je m'explique. Si on a des gens qui ont des embarcations motorisées et qui sont pris pour les changer, si on a quelqu'un qui vend des embarcations motorisées et qu'on interdit les bateaux motorisés, ça va poser un problème, évidemment, pour ce commerce-là. Si nos embarcations font le plein d'essence à une station-service, une seule station-service dans la municipalité,
et qu'on vient restreindre la navigation pour ces embarcations-là, la vente d'essence va en subir les contre-coups. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte. Okay? Quand on parle de l'analyse coût-avantage, on devrait évidemment élaborer un plan de communication, c'est-à-dire que si moi, je ne suis pas de la région et que je vais naviguer sur l'un de vos lacs, il faut que je puisse savoir qu'il existe une réglementation pour que je puisse m'y conformer. Donc, il faut que ce soit annoncé. Il faudra qu'il y ait de l'affichage également, que ce soit des bouées, que ce soit des pancartes, et il faudra que cet affichage-là soit conforme aux exigences de Transport Canada. Et vous devrez également obtenir ou désigner des responsables pour l'application réglementaire. On a parlé de la Sûreté du Québec, on a parlé de corps policiers municipaux, mais la municipalité pourrait également engager sa propre patrouille nautique qui, une fois formée par Transport Canada, une fois formée par le directeur des poursuites criminelles et pénales, pourra faire l'application de la loi de 2001 sur la marine marchande et de ses principaux règlements afférents. Je vous dirais que de plus en plus de municipalités vont vers cette option-là. Ils engagent souvent des étudiants en technique policière et donc ils ont une patrouille sur leur lac pendant tout l'été, alors que, évidemment, la Sûreté du Québec a un nombre incalculable de lacs à patrouiller et ne peut pas être présent à chaque jour sur chacun des lacs. Donc, c'est une autre option qui est envisageable auprès de la municipalité. Donc, si on récapitule tranquillement, la demande de restriction, la municipalité va envoyer évidemment le formulaire d'évaluation préliminaire. Vous devrez inscrire évidemment des renseignements ainsi qu'une carte indiquant l'endroit où va se situer la restriction. La description des consultations, très important. Vous n'avez pas un devoir de faire en sorte que tout le monde participe aux consultations, mais vous avez le devoir d'inviter et de permettre à tous ceux qui le désirent d'y participer. Ça signifie de donner suffisamment de temps pour que les gens puissent déposer leur mémoire. Ça signifie également que si la municipalité, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple, a 5000 habitants l'hiver, puis que l'été, ils tombent à 12 000 parce qu'ils ont plusieurs riverains ou propriétaires de chalets qui viennent, bon, on ne fera pas les consultations l'hiver quand les gens sont tous retournés chez eux. On va faire notre consultation pour être capable de réunir le plus de gens possible qui ont un intérêt envers cette demande-là. On devra mettre la description du problème, la description des solutions alternatives et des résultats, la description de l'analyse coût-avantage et les plans de communication et l'entente pour l'application réglementaire. Donc ici, écoutez, j'en ai parlé suffisamment. OK, le formulaire d'évaluation préliminaire, donc je vais passer plus rapidement. Gardez en tête que pour pouvoir poursuivre, une fois que vous aurez déposé votre formulaire d'évaluation préliminaire, nous, ce qu'on va regarder, c'est si la problématique existe réellement, si l'enjeu est actuel et non pas une projection future, et que le règlement est la seule possibilité pour mettre fin à la problématique que vous aurez identifiée. Ici également, je passe rapidement, quand vous donnerez les cartes, si vous avez à remettre des cartes ou autres, les positions doivent nous être données en latitude et longitude, donc degrés, minutes, secondes. Et nous, pour faire nos recherches, on se fie au site
du système de référence du répertoire toponymique du Québec, où sont répertoriés l'ensemble des lacs au niveau de la province. Je reviens sur le processus de consultation parce que c'est probablement la partie la plus importante. Et cette consultation-là vise, je le répète, à exprimer aux gens la problématique et à trouver ensemble des solutions alternatives pour régler le problème. Et vous comprendrez que si les solutions proviennent d'une seule entité ou d'un seul groupe, ça va être difficile d'obtenir une adhésion de l'ensemble des plaisanciers. Il faut que tous aient la chance d'y participer. Et il faut garder en tête une chose, c'est que les solutions alternatives non réglementaires, là, que ce soit des bouées privées qu'on demande de réduire la vitesse, on ne peut pas faire d'application réglementaire. Donc, si quelqu'un ne respecte pas ce processus-là, il n'y a pas d'amende qui peut être distribuée. Tantôt, j'entendais un riverain qui parlait qu'une embarcation venait effectivement, faisait de la vague et venait briser les quais. Bien, présentement, la Sûreté du Québec détient déjà les pouvoirs pour intervenir. Règlement sur les petits bâtiments, l'article 1007, constat portatif, 350 $ d'amende au fautif, plus les frais administratifs sur le champ. Évidemment, encore faut-il que les policiers soient témoins ou que le plaignant accepte de venir témoigner pour que ça puisse se faire. Mais ça existe déjà, là. Si la problématique, c'est ça, vous n'avez pas besoin d'un nouveau règlement parce que le règlement, il existe et les policiers de la Sûreté sont déjà en mesure de le faire appliquer. Même chose, quelqu'un sur une motomarine. Ça existe déjà. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau règlement pour régler cette solution-là. OK? Donc, quand je vous parle de mesures alternatives réglementaires, vous avez le règlement sur les petits bâtiments qui existent, vous avez le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance qui existe. OK? Donc, ces éléments-là font en sorte que les agents peuvent déjà intervenir avec l'aide de constats portatifs. Donc, la consultation sert à exprimer son point de vue, ses préoccupations, de venir cerner le problème, de définir les causes du problème, de participer à la recherche de solutions optimales pour régler et d'apporter des solutions de rechange. Et toute cette information-là doit être soigneusement consignée parce qu'elle fera partie du rapport final si une municipalité va vers le processus formel. Je veux tellement que ce soit bien compris que j'ai encore de l'information au niveau de la consultation. On doit élaborer un plan de consultation puis un calendrier. C'est quoi les buts de la consultation? C'est quoi les objectifs? On doit identifier les différents intervenants à consulter, c'est-à-dire ceux qui sont touchés ou qui risquent de l'être. Et la diversité est essentielle. Tous ceux qui ont un intérêt, riverains, plaisanciers, associations, commerçants, ces gens-là, corps policiers, évidemment, ces gens-là doivent être invités. Les Premières Nations également. Dès le début du processus, on doit informer le Bureau de la sécurité nautique afin de savoir s'il y a des groupes autochtones ou des Premières Nations qui devront être consultés. Vous allez devoir identifier, la municipalité, les méthodes pour informer les intervenants, que ce soit par la radio, les journaux, le web, l'affichage, peu importe.
et informer suffisamment à l'avance pour que l'on puisse permettre à tous et chacun de faire valoir son point de vue. Si les gens ne peuvent pas se présenter, qu'ils aient la chance de déposer leur mémoire pour faire valoir leur point de vue également. Donc, encore une fois, d'autres informations, OK. Compte rendu des moyens utilisés pour rejoindre les intervenants, résumé des courriels, copie des procès-verbaux, les solutions alternatives envisagées, tout ça devra faire partie de votre demande. Et je le répète, une restriction est demandée en fonction de sa valeur et de sa nécessité et non pas en fonction du nombre de personnes qui l'appuient. Un sondage, un référendum, ce n'est pas une consultation. Lorsqu'on parle de décrire le problème, on doit démontrer qu'il y a un problème réel. Dans notre demande, on doit également expliquer en détail la nature du problème et la façon que ça va évoluer s'il n'y a aucune action d'entreprise. Vous devez démontrer que l'intervention du gouvernement est justifiée, d'où l'intérêt de faire pendant une saison des mesures alternatives. Et si toutefois, vous vous rappelez au début, je vous ai dit, il y a 3 raisons pour pouvoir faire un processus de demande de restriction: sécurité, environnement, intérêt du public. Si on y va du côté de l'environnement, il faudra se référer à des experts pour appuyer la relation de cause à effet. Ce n'est pas une recherche ou une synthèse de la littérature existante. Il faudra que pour votre lac, vous ayez des données propres à celui-ci au niveau environnemental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un lac qui a la même superficie, il n'y a pas un lac qui a la même morphologie, il n'y a pas un lac qui a la même profondeur, il n'y a pas un lac qui a le même nombre d'embarcations, il n'y a pas un lac qui a la même turbicité. Donc, il n'y a pas un lac qui a le même effet au niveau des vagues, au niveau de l'emprise sur le vent. Donc, lorsqu'on parle d'environnement pour un lac, il faut qu'on puisse avoir une étude de ce lac-là. Okay? Ça, c'est bien important. On peut venir corroborer cette étude-là avec l'aide d'autres études en parallèle, mais il faut présenter. Et gardez en tête que moi, je ne suis pas un spécialiste au niveau environnemental. Donc, quand je reçois un rapport, vous comprendrez que je fais affaire avec un autre département de Transport Canada qui est Environnement Canada. Nos solutions alternatives, celles qui sont envisagées lors de la consultation, celles que l'on va mettre à l'essai, et pourquoi qu'on met ceux-là à l'essai, non pas les autres. Des exemples, sensibilisation des usagers, que ce soit par des rencontres, que ce soit par des présentations. Code de conduite volontaire, en gardant en tête qu'un code de conduite volontaire n'est pas une mesure réglementaire applicable. Des ententes à l'amiable, des bouées privées de renseignement ou des règlements déjà existants tels que je vous ai mentionnés tantôt. Une fois qu'on va les avoir mis à l'essai pendant une saison, on va revenir avec ça et là, on va regarder, on va évaluer l'efficacité et la pertinence des solutions alternatives qu'on avait. On va consigner l'information, on va faire des modifications et des ajustements si nécessaire et on va présenter notre rapport. L'analyse des coûts-avantages. Ce qu'on veut ici, chiffre à l'appui, c'est de démontrer que le règlement
est la meilleure option à envisager pour régler le problème. On va devoir cerner toutes les incidences possibles, c'est-à-dire positives et négatives. En ce sens, si l'État n'intervient pas avec les mesures alternatives, le projet de règlement, ce que ça va engendrer comme coût, les incidences économiques, environnementales, sociales, OK? Donc ça, on va devoir cerner tout ça. Ensuite, on va devoir déterminer qui va bénéficier de la réglementation et qui va en supporter les coûts. Et enfin, on va conclure, on va démontrer que les incidences, les avantages potentiels du projet sont supérieurs aux coûts et que ça demeure la meilleure solution pour régler le problème. En fait, il faut minimiser les impacts négatifs sur l'emploi et sur l'économie. On termine, il me reste 2 ou 3 acétates. Oh mon Dieu, acétate, c'est un vieux mot. Je vous dis diapositive. Donc, le guide d'affichage. Dépendamment de la restriction qu'on demandera, on aura soit à faire des panneaux selon les normes de Transport Canada, soit à mettre des bouées en respectant le règlement sur les bouées privées et en respectant le règlement sur les restrictions. OK, c'est bien important. La municipalité devra les produire, les installer et en faire l'entretien. OK? Donc, ça, c'est bien important. Puis, on a un document pour ceci. Gardez en tête qu'une bouée privée, elle est sous la responsabilité de son propriétaire et on doit indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire, en l'occurrence ici, la municipalité. Parce que si toutefois il arrivait un incident, si la bouée se déplaçait et qu'il arrivait un accident, si la bouée n'était pas visible, s'il n'y avait pas de feu sur la bouée puis qu'il arrivait un accident, bien, la municipalité pourrait être poursuivie. Donc, ça prend évidemment des assurances à ce niveau-là. Il faut s'assurer que notre ancrage est suffisamment pesant pour maintenir notre bouée en position, que notre bouée est suffisamment visible et que l'affichage est toujours entretenu. Donc, ça, c'est bien important. OK? Et de façon générale, la bouée va être de couleur blanche. On va indiquer de chaque côté de la bouée les lettres PRIV pour privé. On va avoir nom, adresse et numéro de téléphone sur la bouée. Pour les bouées de restriction, on va avoir un cercle surmonté d'une bande orange et en dessous également une bande orange. On appelle cette couleur-là orange international. Et on aura à l'intérieur du cercle le logo de Transport Canada, français et anglais. Si on a une seule descente publique sur le lac et qu'on a une restriction qui n'est pas une restriction, peu importe la restriction. Si on a juste une descente publique, on pourrait n'avoir besoin que d'une pancarte à cet endroit-là. Mais si on demande une restriction de vitesse à 30 mètres, mettons, de la rive, là, un seul panneau à la descente ne sera pas suffisant parce qu'il faudra que le plaisancier puisse savoir quand est-ce qu'il doit être à 10 km/h, une supposition, et quand est-ce qu'il a droit à une vitesse supérieure. La même chose pour les policiers. Pour savoir si le plaisancier est en infraction, s'il se situe
à 30 mètres de la rive, il faudra qu'il y ait certaines bouées qui viennent délimiter le 30 mètres de la rive, un peu comme les lignes qu'on a sur la route. Sinon, le policier, s'il y a une bouée sur le lac, jamais il pourra savoir si le plaisancier est à l'intérieur de la restriction ou à l'extérieur. Donc, dépendamment de la restriction demandée, soit on aura besoin d'une ou de deux pancartes, soit on aura besoin de pancartes et de bouées, OK, pour pouvoir s'assurer que l'application réglementaire se fasse adéquatement. Au niveau de l'application réglementaire, on a eu une présentation tantôt de la Sûreté du Québec. Effectivement, la Sûreté du Québec est probablement ceux qui possèdent le plus d'embarcations. OK? Donc, toutes les municipalités qui ont des ententes avec la Sûreté du Québec, ce sont eux qui doivent assurer l'application réglementaire de cette réglementation-là sur les plans d'eau. À certains endroits, vous avez la police municipale qui ont des patrouilleurs nautiques. Et ce que je vous mentionnais précédemment, vous avez des agents de l'autorité, c'est-à-dire des gens qui ont une expérience en réglementation, que ce soit des étudiants en technique policière, que ce soit des inspecteurs qui ont une certaine familiarisation avec la réglementation. Une fois qu'ils ont reçu une formation de Transport Canada, du directeur des poursuites criminelles et pénales et qu'ils démontrent que vous démontrez qu'ils auront l'équipement pour pouvoir faire l'application. À ce moment-là, ces différents organismes-là seront en mesure de faire l'application de la loi de 2001 sur la marine marchande, du règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance et, une fois que le règlement sur les restrictions aura été amendé, le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Et si on résume le tout, OK? À ce moment-là, on a l'identification du problème, on a une évaluation préliminaire qui est envoyée à Transport Canada, on a des consultations pour lesquelles on va ressortir des solutions alternatives pendant une saison. On va les analyser à la fin de la saison. Si le problème est résolu, ça s'arrête là. Si le problème n'est pas résolu, on va soumettre une demande de restriction en vertu du règlement sur les restrictions. Ça va rentrer à notre bureau. On va l'analyser. On va l'envoyer à notre administration centrale. Par la suite, Gazette 1. Gazette 2 devient règlement. La municipalité voit à l'affichage et termine avec l'application réglementaire. Le processus, un processus rapide va prendre environ 1 an et demi, 2 ans. Vous comprendrez qu'une demande qui est déposée présentement, le gouvernement fédéral est en période électorale, donc les demandes de restriction ne sont pas la priorité présentement du gouvernement. Donc, dépendamment de la charge de travail au niveau de la directive du cabinet, vous comprendrez que ça peut être plus ou moins long. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est que les demandes peuvent être déposées en tout temps auprès de notre bureau, mais nous, on ne peut pas faire parvenir les demandes avant le 15 septembre de chaque année, parce qu'elles ne seront pas étudiées avant ça. Donc, le plus tard que vous pouvez nous faire parvenir une demande, c'est le 15 août, parce qu'on demande 30 jours pour pouvoir l'étudier et pour pouvoir vous revenir si toutefois il y a des demandes supplémentaires d'informations à obtenir.
Donc, voyez-vous, la consultation, disposition, là, prenons 2022. Consultation hiver 2022 à janvier-février. On trouve les méthodes alternatives que l'on désire. On les met en application à l'été 2022. Ça dure tout l'été. Vous comprendrez qu'ensuite, vous devez en faire l'analyse. La demande n'est pas encore produite, là. Vous faites l'analyse des mesures alternatives. Qu'est-ce que ça a donné? La saison de navigation se termine grosso modo au mois de septembre. Donc, vous ne présenterez pas une demande pour le 15 septembre 2022. Vous allez étudier ça à l'automne 2022. Et là, vous allez décider, vous allez voir, est-ce que ça a réglé le problème ou non. Ça n'a pas réglé le problème, on s'en va en processus formel. À l'hiver 2023, vous allez faire votre demande. D'accord? Vous allez nous l'envoyer, elle va être étudiée et nous, on va l'envoyer pour le 15 septembre 2023 pour analyse auprès de notre contentieux et de l'administration centrale pour obtenir à l'été 2023 un règlement applicable sur votre plan d'eau. Donc, c'est un peu le processus que je voulais vous entretenir, vous parler. Écoutez, j'espère que c'était suffisamment clair. J'espère que vous avez appris des choses à l'intérieur de tout ça et je suis disponible pour vous si toutefois vous avez des questionnements.